Si. Merci, Monsieur le Président. Merci, Quentin. Merci pour cette invitation. Pourquoi merci? Parce que je suis effectivement convaincu par l'utilité de la déontologie et l'efficacité de celle-ci dans les services que nous rendons. Je dis nous parce que ce cours de déontologie que je donne à Louvain vise toutes les professions judiciaires. Il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a les notaires et il y a les huissiers. Je veux vous dire que ce cours a beaucoup de succès. C'est un cours à option et l'intérêt des étudiants, donc nos futurs confrères, est réel pour cette dimension de l'existence, parce que je crois qu'on parle presque plus d'existence que de profession. Alors le titre d'aujourd'hui de votre colloque, ce grand écart, je le ressens excusez-moi, comme une provocation. C'est délibéré, c'est une bonne provocation, et vous verrez les conclusions auxquelles je vais essayer d'arriver à propos de ce défi qui découle du mot écart. La déontologie. La déontologie, pour les nuls, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais la déontologie en 20 minutes, c'est un défi aussi. Il n'empêche que je pense que nous pouvons aller à l'essentiel et être en mesure de décliner quelques principes, quelques valeurs sur les questions que vous aborderez toute la journée. Qu'est-ce que la déontologie? C'est une éthique. Et votre président employait le mot tout à l'heure, j'en étais heureux évidemment, c'est une éthique, ce n'est pas une morale. C'est une éthique constituée d'un ensemble de valeurs dont découlent des règles. Ce sont des règles particulières, professionnelles, qui s'appliquent à une profession. Nous avons des déontologies par profession, des déontologies, quand on les examine, lorsqu'on les compare, qui sont fondées sur des valeurs identiques, des enjeux similaires, et j'ai envie de dire des envies de rendre le service dont on est chargé de la façon la plus efficace et respectueuse. Et il s'agit donc de règles qui s'ajoutent aux règles auxquelles nous sommes tous soumis comme citoyens, comme justiciables, que nous acceptons, c'est important de le dire, de nous mettre à dos dès l'instant où on choisit une profession. Ce sont des règles qui vous imposent des obligations particulières dans votre métier, dans l'exercice de la profession au quotidien, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en endossant une profession déterminée, organisée par la loi, qui a pour but de servir le citoyen justiciable, on doit donner une image, une garantie de sérieux, de fiabilité. Et donc ces règles, qui sont multiples, touchent à l'individu, touchent à celui qui a décidé d'embrasser telle ou telle profession et vont au-delà de simples, et c'est entre guillemets que j'utilise le mot, règles professionnelles. On devient quelqu'un d'autre. À mes étudiants, je dis souvent, on ne s'appartient plus complètement, tout en leur disant, rassurez-vous, malgré ces règles parfois strictes et exigeantes, il y a moyen de vivre l'existence de façon tout à fait confortable. Alors pourquoi ces règles supplémentaires? Eh bien, je vous l'ai dit, elles sont choisies, délibérées, on y adhère.
on prête serment, on bascule dans un autre monde professionnel. Parce que, et c'est le cœur du sujet, on doit inspirer cette confiance. C'est la confiance, je le répète, du citoyen, du justiciable, peu importe, de toute personne que le professionnel chargé de missions de ce type-là va croiser dans l'exercice de sa profession d'abord et aussi dans sa vie privée. Et donc ces règles s'ajoutent, elles existent, elles sont, comment vais-je dire, connues dans leurs principes par le public, et je dis tout de suite, j'y reviendrai, sans doute pas assez connues. Nous gagnerions tous les professionnels judiciaires soumis à une déontologie, à le dire, à le montrer, à l'expliquer, à le prouver. Et là, on bascule dans ce qui est évidemment indispensable pour que cet ensemble de règles auxquelles on adhère volontairement soit respecté, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrôle effectif et, si c'est nécessaire, des poursuites et des sanctions. Le mot-clé, c'est l'individu et sa confiance. Avec ces deux piliers et cette notion de règle supplémentaire, vous avez la trame de ce que j'ai appelé aujourd'hui la réelle déontologie, puisque nous sommes ici. Alors, en quelques minutes, ce que j'ai appelé les 10 commandements déontologiques de votre profession, qui sont tirés de votre code de déontologie, qui sont résumés, énumérés dès le préambule de ce document, et j'adhère à cette méthodologie. Au barreau, nous n'avions pas de code écrit, structuré avant 2012. Nous avions un ensemble de règles, nous les avons coordonnées, et ce n'était pas qu'une coordination, parce que nous avons ajouté un article qui dit tout. C'est l'article que vous avez, ou l'équivalent de l'article que vous avez sous les yeux en 2 slides, qui résume les devoirs, les obligations principales qui sont les principes. Et alors, il y a 2 thèses, et ces 2 thèses resteront omniprésentes. Faut-il se contenter de 10 principes en ce qui vous concerne? Nous en avons 10 aussi. Ou bien faut-il ajouter à l'énumération de ces 10 principes des textes plus précis qui entrent dans les situations pratiques quotidiennes et donc les difficultés, les enjeux, les risques de la profession? Je dirais que nos 2 professions, la vôtre et le barreau, avons opté pour une combinaison des 2. Il y a du pour et il y a du contre. Trop de précision dans le règlement dénature, je trouve, l'enjeu d'un principe, valeur et la réflexion. C'est une réflexion que nous pouvons faire aussi avec le droit. Nous connaissons cette multiplication des normes dans tous les domaines. N'était-il pas plus efficace, plus utile, finalement, de n'avoir que des principes? C'est un débat. Aujourd'hui, nous parlons de votre déontologie qui existe, qui est codifiée, qui contient des principes, et je les passe très vite en revue. Il y en a des plus importants que d'autres, évidemment, et je vous rassure, chez nous, au barreau, c'est exactement la même chose. Je ne dois pas tous les commenter, ça aurait été peut-être un petit peu beaucoup. Vous avez l'indépendance, j'y reviendrai, c'est capital. Vous verrez que c'est fondamental, que vous le savez tous, nous le savons tous, et nous devons garder cette indépendance comme trésor de nos professions. Vous verrez, c'est grâce à ça que nous rendons le meilleur service. Puis vous avez l'impartialité, j'y reviendrai, c'est une notion complexe, je trouve, pour des huissiers de justice, mais peu importe, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. La diligence, j'y reviendrai. Puis vous avez la probité qui est soit morale, soit intellectuelle, financière et fiscale.
La probité intellectuelle ou morale, nous l'appelons, nous, la loyauté. Personnellement, c'est ce que je dis aux étudiants quand je donne cours, je crois que je leur parle à chaque cours de loyauté. Le mot résume, synthétise une série de valeurs, d'enjeux que l'on décline après. Et je donne mon avis, la loyauté passe à mes yeux parfois avant l'indépendance, parce qu'avec de la loyauté, on est indépendant, mais ça c'est un discours peut-être très, je dirais, byzantin. Ensuite, vous avez la disponibilité et la proximité, j'y reviendrai, et puis des devoirs, je dirais, pas du tout secondaires, ce sont des enjeux stratégiques de notre profession qui concernent le vécu quotidien de ce que nous faisons tous. Nous ne pouvons pas nous passer des valeurs, les premiers principes, si je puis dire, mais les autres complètent utilement, efficacement ce que nous voulons faire. Alors l'exactitude et la précision, l'information, dans un monde de communication, je ne dois pas en parler aujourd'hui, mais c'est évidemment essentiel et on voit bien que cette communication vers le public, vers le justiciable concerné, c'est essentiel. La dignité, la réserve, c'est ce qui touche la vie privée de celui qui est tenu par une déontologie. Le paiement de ces cotisations, nous l'avons tous mis dans nos codes parce qu'on ne peut pas se passer des cotisations pour exister. Ce n'est pas une valeur, c'est évident. Et enfin, ce qui existe depuis 20, 25 ans partout, c'est la formation permanente. Voilà le cadre déontologique, réglementaire donc, qui s'ajoute à toutes les autres obligations de base, mais qui permettent, je pense, d'exercer, si on est conscient de toutes ces obligations en permanence, au mieux la tâche, la mission que le législateur, la nation, le pouvoir souverain nous a confiée, nous, des auxiliaires de justice, des acteurs de la justice. Alors, je commence par l'indépendance. Je suis l'ordre du préambule de votre code. L'indépendance, on le dit souvent, et je suis évidemment d'accord, c'est le devoir le plus important. Ça veut dire que nous, tous, acteurs de justice, nous ne sommes pas, à la place où nous nous trouvons, le calque de la personne pour qui nous travaillons. C'est très vrai pour l'avocat, c'est vrai pour l'huissier, c'est certainement vrai pour le juge et pour le notaire aussi. On attend de nous, c'est la loi, c'est la Constitution même, on attend de nous une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle découle de ce que nous avons appris, de l'expérience que nous avons acquise, mais aussi de cette déontologie qui fait que nous pouvons prendre nos distances et que cette distance nous permet en réalité de rendre un meilleur service. On dit qu'être le perroquet de son client pour un avocat, c'est mauvais, c'est critiquable, c'est certainement inutile pour aller redire la même chose. En revanche, être capable, avec ce recul qui est lié à l'indépendance, ce qu'il y a de particulier à une situation et de suggérer la façon de la résoudre, eh bien, vous la déclinez pour les huissiers de justice. Dans les actes que vous posez, vous avez un jugement fondé sur ce capital acquis, ce trésor d'existence, et qui permet d'aller plus loin que ce qui serait uniquement un acte matériel. Alors l'indépendance, elle existe à l'égard de tout le monde, c'est ce que nous disons toujours. C'est toutes les pressions susceptibles d'être exercées. C'est davantage vrai dans certaines professions par rapport à d'autres. Les pouvoirs publics, le pouvoir politique, les tendances, le pouvoir économique. Vous avez la dimension financière, la pression des clients, le besoin, la nécessité évidente d'être rémunéré justement, sans compromission, sans sacrifice vis-à-vis des valeurs. Alors, votre code très
pertinemment évoque au regard de ce devoir d'indépendance l'interdiction de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est vraiment la maladie des professions que nous exerçons. On ne peut pas être pour et contre à la fois quelque chose. Il faut être d'un côté, il n'y a que le juge qui doit être impartial, il tranchera, mais si on est acteur et qu'on défend une position, on n'en défend qu'une seule, et on ne doit pas être pollué par, alors qu'on n'est jamais pour et contre, à la fois c'est le cas d'écoles qui n'existent pas, le risque c'est l'influence invisible d'intérêt autre que celui qu'on sert à un moment déterminé. Votre code prévoit, et c'est un grand débat, l'interdiction de sollicitation de clientèle, mais c'est très lié, on comprend, le risque, l'enjeu, c'est la perte de cette indépendance. Ah, vous avez voulu que je devienne votre client, eh bien, à un moment, vous me renverrez d'une façon ou d'une autre l'ascenseur et vous ferez quelque chose que vous n'auriez peut-être pas fait si vous aviez été totalement indépendant. Et l'exemple qui est donné, l'interdiction, c'est une disposition qui est celui de ne pas travailler pour un membre de la famille, est évidemment une application parfaite. Pourquoi? Mais parce qu'on considère que l'huissier de justice, l'avocat, le magistrat est évidemment avant tout un humain, qu'il a des liens privilégiés, qui sont dans le sang, dans les tripes, et que s'occuper de quelqu'un dont on est si proche, à laquelle on s'identifie évidemment, ne permet pas d'exercer ce qu'on est appelé à faire comme il le faut. L'indépendance, c'est le fer de lance de nos métiers, je ne peux pas le dire autrement. C'est quelque chose pour lequel il faut se battre en permanence, réagir à toute intrusion dans cette valeur qui est le pivot de votre profession et de tous les serviteurs du droit et de la justice. Et puis, vous avez l'impartialité. Alors, l'impartialité, on pourrait faire toute une journée sur l'impartialité. L'impartialité, c'est celle du juge et du notaire. Ils ne sont pas partisans. Le juge, c'est évident, vous n'imaginez pas d'aller vous présenter devant un tribunal en sachant que le juge qui va juger a un parti pris, a une envie, a quelque chose qui fait qu'il ne va pas examiner la situation au regard du droit et de la situation factuelle. On attend de lui qu'il soit au-delà de tous les intérêts partisans. Le notaire, qui est proche de vous et de nous, avocats, a aussi un devoir d'impartialité dans le conseil qu'il va donner. Il est au-dessus des intérêts particuliers. Il doit tout dire, la communication, de l'information, de la transparence donc, aux personnes pour qui il pose un acte. Il ne roule pas uniquement pour le vendeur ou l'acheteur, même si dans la pratique on voit fréquemment que deux notaires interviennent. Il est au-delà de cela, c'est une règle essentielle. Vous avez l'impartialité. Nous n'avons pas l'impartialité, nous les avocats, ça va de soi. Nous devons, entre guillemets, c'est le devoir de défense, être partial, c'est-à-dire défendre, en respectant toutes les règles juridiques, déontologiques, un point de vue. Je trouve que le mot impartialité, compris comme ça, ne s'applique pas réellement à vous, encore que parce que la fonction, la mission que vous exercez est complexe dans le fait, puisque vous avez deux aspects que j'identifie comme prioritaires dans votre fonction, c'est tout l'aspect procédure juridique, et puis c'est l'exécution. Exécution que vous êtes les seuls à prendre en charge. Le juge, il décide. C'est facile, il a choisi son camp, il dit pourquoi. En amont, les avocats ont dit leur point de vue, et puis la décision est là, il faut l'exécuter et entrer en contact avec la personne qui n'en a sans doute pas envie de cette décision, qui subit la décision, qui en souffre forcément.
en amont de cela déjà. La signification d'une citation est quelque chose qui a un enjeu humain particulier. Et donc l'impartialité qui est prévue dans le Code touche cet aspect de votre rôle qui doit montrer que vous ne venez pas uniquement, même si vous roulez pour le créancier qui assigne ou qui exécute, comme le bras armé d'une décision ou d'une volonté d'introduire un procès, mais comme une partie de tout ce mécanisme de justice qui vaut que l'on puisse débattre, faire trancher un litige, puis exécuter la décision. La barre est haute. Le texte, puisque d'autres que moi y ont pensé avant, est riche, puisqu'on parle de proportionnalité, qui est une notion juridique que l'on retrouve de plus en plus dans des tas d'aspects du droit, et dont vous êtes le juge dans la pratique très vite, et qui est le critère auquel vous devez répondre. Le temps des diligences, alors c'est un clin d'œil à d'autres présidents de séance aujourd'hui. Nous avons écrit un article sur les délais en droit dans un ouvrage commun. Donc la diligence, ça fait toujours sourire. Moi, je pense tout de suite au Far West, d'autres que moi aussi, j'imagine. C'est un mot ancien, mais qui dit beaucoup de choses. Qui dit beaucoup de choses, et des choses que vous connaissez, que nous connaissons tous les jours de plus en plus, because les GSM, les mails qui arrivent, toute cette urgence accumulée dont nous sommes tous victimes, je vais dire. Il y a des excès, nous sommes tous d'accord, mais la diligence qui est exigée de vous, de nous aussi, c'est quoi? C'est l'obligation de respecter son temps de parole, par exemple. Donc, je veux dire les délais légaux forcément auxquels nous sommes tous tenus, ça c'est une évidence et je crois que nous les respectons. Mais l'autre dimension de la diligence, c'est l'attente, l'exigence de nos clients, quels qu'ils soient, leurs besoins de justice, leurs besoins de solutions. Ce sont des questions qui vont au-delà du juridique, c'est de l'humain pur, n'est-ce pas? Les gens ont ce droit-là, nous avons, nous aussi, comme citoyens, des exigences. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des Lucky Luke de la procédure, c'est impossible, ça va de soi. L'organisation doit permettre, je le répète, de respecter les délais légaux et de s'adapter à ces besoins, parce qu'il s'agit d'un besoin d'assistance, très souvent au plan humain, un besoin vital, l'individu, la confiance, on la retrouve ici, à laquelle il faut répondre. Et j'ajoute, parce que parfois je suis aussi torturé que vous dans ma pratique, avec tout ce que je viens de dire, quand je rallumerai mon appareil tout à l'heure, il y aura la petite dose quotidienne qui sera arrivée, et se dire que on rend le service qu'on attend de nous, je reviendrai au mot service dans un instant, est quelque chose de positif, de stimulant. Alors le devoir suivant, la disponibilité, c'est tout à fait lié à la diligence, évidemment. Votre code est très précis, peut-être qu'on y reviendra après, parce qu'on demande à ce que vos études soient accessibles, que vous soyez joignables, que vous puissiez même réagir en cas d'urgence un samedi, un dimanche, un jour férié. Et le texte le dit, c'est l'esprit de service public qui doit vous animer, qui doit tous nous animer. Nous sommes des professions de service, et le mot service, il faut le glorifier, ce n'est pas être exploité, c'est rendre un service essentiel pour les individus sans lesquels ils ne peuvent pas vivre. Nous ne sommes pas des médecins, mais il y a des similitudes avec les médecins. La compétence. La compétence, c'est une évidence, On sait combien c'est difficile d'être compétent, de rester compétent, on en parlera avec la formation. Il faut être compétent comme tout professionnel. Celui qui vient faire des travaux chez vous, vous attendez qu'il soit compétent. Nous,
auxiliaire de justice. Exerçant une profession judiciaire, nous avons des exigences juridiques évidentes, mais des exigences, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, au plan humain, donc déontologique. Et ces compétences, mais il faut y repenser, et donc l'invitation d'aujourd'hui me touchait beaucoup parce que je suis convaincu qu'il y a des évidences, parce que je dis beaucoup d'évidences, veuillez m'en excuser, les répéter, les réentendre, les critiquer, les discuter, fait, je pense, un petit peu progresser les choses. Nous sommes, et on l'a dit aussi, dans un monde qui évolue énormément, c'est une banalité, mais c'est quand même une réalité. La notion de service et l'humain reste présent, et donc nous devons nous raccrocher à quelque chose qui nous guide, c'est la déontologie, qui est aussi en pleine évolution. On était trop vite. La formation permanente, je ne sais pas pourquoi elle a disparu, Quentin. Donc la formation permanente qui est liée à la compétence peu importe, peut-être qu'elle a sauté. La formation permanente qui était liée à la compétence, qui est une exigence réglementaire de base, qui oblige tout prestataire de service à se maintenir à jour, est quelque chose qui entre dans les mœurs partout, qui est une évidence pour les médecins depuis longtemps. Aimerions-nous aller voir un médecin qui n'est pas au courant des derniers médicaments qui sont susceptibles d'être utilisés ou de traitement? Nous serions tous consternés. Nous l'avons peut-être d'ailleurs déjà expérimenté. Eh bien, nous, dans la fonction que nous exerçons, nous devons maintenir cette exigence en permanence, et l'expérience montre que plus on se forme, on ne peut pas faire que ça évidemment, plus on a le retour de cette formation et l'ouverture intellectuelle pour aller vers d'autres choses. Je termine avec cette expression à laquelle je crois personnellement, fondamentalement. Si nous avons des objectifs, si nous avons des repères que sont les valeurs, en tout cas, qui sont mises par écrit dans le code, dans nos codes, que l'on retrouve à beaucoup d'endroits, eh bien, je crois que nous sommes équipés pour passer entre les récifs, les réactions, des réactions multiples de ce monde où on bouscule tout, on remet en question les règles et, je dirais, les valeurs et les croyances. À l'université, lorsque je donne mon dernier cours du quadrimestre, je passe en revue 40 codes de déontologie, et je pourrais en avoir le double. Vous avez des déontologies évidentes auxquelles vous pensez, les nôtres, fonctions judiciaires, les médecins, puisque je parlais des médecins, toute personne en charge de l'humain, et nous le sommes, ne pourrait pas vivre sans une déontologie. Et vous trouvez donc un code de déontologie des médecins, vous avez un code de déontologie des pharmaciens, le pharmacien n'est pas un médecin, vous avez des codes de déontologie d'une série de métiers que nous connaissons, les journalistes, pensons au rôle des journalistes et ce à quoi ils touchent, l'honneur, la réputation des personnes, de nouveau l'humain. Vous avez un code de déontologie pour les architectes, vous avez même pour les animaux, il y a un code de déontologie parce que ce n'est pas l'animal qu'on soigne, évidemment, c'est le maître de l'animal et on se rend compte de cela. Et puis vous allez vers une série d'autres services publics, semi-publics, avec des codes de déontologie. Au Parlement, on a créé un code de déontologie parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui n'étaient plus des juristes non plus, qui n'avaient pas un petit bagage de départ, avaient peut-être besoin d'un mode d'emploi, de ce à quoi ils touchaient et qui est essentiel, le citoyen dans leur cas. Et puis vous avez décliné ça dans une série de services publics, le code de déontologie de la police, par exemple, qui est assez long, mais qui est remarquable, qui identifie de façon ambitieuse et avec idéal
tous les contacts que les policiers ont avec le public. De nouveau, la personne. Il ne suffit pas d'appliquer la loi et le règlement, il y a la façon de l'appliquer. Et on retouche à l'exécution des décisions judiciaires. Et puis vous avez les entreprises privées qui ont très fréquemment, ça vient un petit peu des États-Unis, des codes de déontologie, des chartes éthiques, etc., avec une série de valeurs. Et si vous les comparez, vous retrouvez le respect de la personne humaine, la loyauté, la notion de service aussi du client. Alors, on peut se dire, oui, mais ça c'est purement commercial, c'est de la publicité. Oui, peut-être, sans doute, et alors? Et je termine là-dessus, je l'ai dit au tout début, notre déontologie, votre déontologie, mais nos déontologies sont, nous nous le sommes parfois dit, pas assez à mon avis au barreau, des outils de communication, répétés aux gens, nous le savons, nous l'oublions parfois un petit peu, mais le public n'y pense pas du tout. Il réagit quand il y a des choses qui heurtent, qui scandalisent, et alors on se dit comment est-ce possible, est-ce qu'on peut accepter? Mais vendre ce que nous faisons dans l'intérêt de ces personnes individuelles avec une étiquette, un label déontologique, est quelque chose qui rejoint le sujet d'aujourd'hui, qu'on a trouvé, Quentin, dans ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a un lien réel. Et c'est prouvé, je trouve, par cette multiplication de codes. Si nous y pensons et que nous constatons que d'autres le font aussi, nous sommes, je suis persuadé, dans le bon. Pensez à ce que je vous disais au début, l'intérêt des générations qui nous suivent pour ces questions-là. Et je crois que ce cours pour les jeunes, je suis très fier, très heureux de donner, est quelque chose d'utile pour l'avenir. Merci.